Il est 9h moins le quart. J'ai pas très bien dormi. Du coup, à 4h du matin, j'ai installé mon matelas de sol. J'ai mieux dormi. Et voilà. Je vais essayer de finir mon dérochage ce matin, puis je vais essayer de partir avant 10h. Bonjour! Alors attendez, j'éteins ma petite caméra. Hop là. Alors je me présente, je suis Jean-Claude, Oui. maire de Saint-Jean d'Auvergne, voilà. Ah bah bonjour! Alors, Fanny! Ah, c'est un joli prénom. Je vais mettre maire, je peux? Oui, bien sûr. J'ai fait une belle rencontre. Vous m'appellerez quand vous serez à Marseille reposer le soir, c'est promis? Bien sûr. Vous direz je suis arrivé. Hein? Et je vous répondrai. Et je leur dirai que vous voulez la paix. Enfin, je souhaite. Et si vous parlez là-bas, vous leur direz que vous, monsieur le maire, là, vous montrerez, et un grand supporter de l'OM. Je peux le marquer dessus? Bien sûr. Allez. Eh ben, je vous souhaite bonne route, madame. Merci beaucoup. Fanny, un prénom prédestiné. Dans Marcel Pagnol, il y avait une Fanny. Voilà. Eh ben, continuez bien. Oui, bah merci. Soyez heureuse. Merci Jean-Claude. Mais montez pas dans le TGV, c'est de la triche. Hein. Promis. Au revoir. Alors je quitte Saint-Gervais d'Auvergne, où je viens de rencontrer le maire, Jean-Claude Gaillat, qui a été extrêmement enthousiaste à mon projet. Et donc il m'a dit de transmettre qu'il souhaitait la paix, que les dirigeants actuels ne donnent vraiment pas l'exemple et qu'il y a des problèmes qui demandent plus d'attention, comme l'écologie et l'économie. Et que pour lui, toutes les mamans du monde, les Israéliennes, les Ukrainiennes, les Palestiniennes, et tous leurs enfants, et il m'a dit tous les papas, tous les pépés, devraient pouvoir vivre en sécurité. Donc Jean-Claude, j'irai dire allez l'OM pour toi, puisque tu m'as dit allez la paix pour nous. Aujourd'hui, mon enquête sur l'origine du génocide palestinien, elle me mène encore sur les dérives d'un capitalisme qui n'est pas contrôlé. Et alors, je me mets à réfléchir à des solutions qu'on pourrait mettre en place, des espèces de communautés solidaires qui font du troc, qui travaillent pas pour de l'argent ou alors pour des monnaies locales. Puis tout d'un coup, je me dis, mais en fait, ce rêve que moi j'ai, je peux l'appliquer qu'à moi. S'il y en a qui veulent aller courir le milliard, aller courir la reconnaissance, qui je suis pour leur dire d'arrêter? Parce qu'on peut pas imposer sa manière de rêver sa vie aux autres. Et en même temps, je me dis, mais si on comprend que l'ultralibéralisme est à l'origine de conflits qui massacrent des populations, on peut pas non plus le laisser faire. Il faut mettre en place des choses qui l'empêchent. Enfin bref, je suis un peu bloquée, j'arrive pas à penser au-delà de ça. J'ai l'impression que ma réflexion a besoin de passer un step. Mais pour l'instant, j'arrive pas à le passer. Alors ce matin, je regarde les bilans humains qu'il y a en Palestine et au Soudan. Et c'est effarant, quoi. Il y a quand même 200 000 Palestiniens qui ont été blessés, 70 000 qui ont trouvé la mort depuis 2 ans. Au Soudan, il y a 150 000 Soudanais qui sont morts. Il y a 9 millions de gens qui ont été déplacés et 25 millions qui sont sur le bord de la famine. Et tout ça pour que quelques-uns puissent avoir l'hégémonie sur des ressources naturelles. Et je me dis, il faut qu'on trouve collectivement comment on interdit ça. Comment est-ce qu'on fait basculer ce système qui permet ça? Si on arrive à être assez nombreux et à dire non, je pense qu'il faut boycotter. Il y a déjà énormément de choses qu'on peut boycotter. Et je comprends, on a tous envie de arrêter de réfléchir et de se poser la tête et de regarder des trucs qui nous font rire et tout ça, mais je pense que ça peut faire autant de bien de se battre pour un monde qui est aligné avec nos valeurs. Et là, je crois pas que je sois toute seule à être révoltée, effarée devant ça. On nous fait croire qu'on est très impuissant et qu'on peut pas faire grand-chose, mais je suis pas sûre que ce soit vrai. Je crois qu'il suffit qu'on se souvienne que, en fait, on est très libre, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Si demain, tout le monde veut venir marcher dehors, si demain, on décide d'utiliser d'autres manières de faire des transactions, il y a des choses qui s'écroulent, il faut juste le décider collectivement. Voilà, c'est mes réflexions de ce matin. Je vais me mettre en route. There has to be
we were just discussing a bit earlier, a new path, a new way forward, a move away from the acquiring objects and money to a much more sharing kind of life, which is why I've had to delete all of my social media things, because I was getting angrier and angrier, becoming angry with myself and angry with people I'd never met before. As an example, so there was a guy and he's driving a car and he has a car accident, and the guy is not English, and the posts underneath it going on about, oh, I bet he's just got off a boat, he'll be put into a hotel, he'll have all his bills paid for, and just nasty. And actually nobody knows what the story is, but it was just perpetuating this whole racist thing, and then everyone commenting on that, oh yes, and there wasn't a single thing laughing and joking about. Every single day where more and more people are becoming, I suppose, more and more people are becoming richer, and this divide in between normal families are having to go to food banks and get help. A politician was literally doing a ribbon cutting ceremony for opening a food bank. We shouldn't be celebrating opening food banks. That's just madness. There shouldn't be any food banks. People should be able to go and buy what they want from a supermarket. And earlier you said something really interesting about that, who the responsibles are for this, and people think often it's the people who are... Absolutely. The blame for the problems in the world aren't these people making money. It's actually people who are escaping from war-torn countries, from persecution in their own lands, trying just to find a slightly nicer life for themselves, who are literally willing to give everything up, risk their lives. We blame them. And if we're not blaming poor people, then we'll find another minority group. Never the CEO. I worked in finance before I moved here, and even then you have a financial crash. So 2008, obviously the banking crisis in America impacted the entire world. I worked for a company and it was really lovely, and I love my job, I have to say, but when I moved over here, some of the realizations were that my department and the guys who I worked with, they designed products, financial products for people, and one of them was basically they just basically had massive products, and they were for super rich people, so you had to have like £500,000 in cash for these kind of things, and it was to avoid paying tax. Purely legal, they found little loopholes, and these products were just to help rich people become richer. Whereas some people have little money in the bank, they go overdrawn, and the bank charges them €40. Yeah. So banks have policies to penalise poor people, but to help rich people. But it's not right. Yeah. Again, I think if anything, a starting point would be to change banking. Thank you so much, Chris. Alors, il est presque 11h et je pars de chez Damien et Christopher. On est le 1er novembre et je crois que je suis pas malade. Je crois que ça va aller. J'ai dormi 10 à 11 heures cette nuit. Je pense que ça m'a fait du bien. Et donc, je pars de Marcia en Cambrai et on va voir jusqu'où j'arrive à aller ce soir. Oh bah comme vous voulez, peut-être se mettre au moins sous votre porche, parce que comme ça, c'est vrai qu'en plus, vous êtes sans parapluie, alors... Ah bonjour mon petit. Ah bah je vais sentir le chat. Au début je pars de la question palestinienne et je vois jusqu'où elle me mène. Et en fait elle me mène aussi un peu sur les pistes de système. Pour moi, pour essayer de construire un monde qui me plaise. Et le reportage c'est pour... C'est pour ma chaîne YouTube. Ah d'accord. Du coup Alain, peut-être vous pouvez me dire, vous, comment vous avez, qu'est-ce que vous comprenez de la situation israélo-palestinienne dans les grandes lignes? Je pense que la situation est inextricable parce que on n'aurait jamais dû créer un État comme ça à un endroit où il y avait déjà du monde. Mais d'un autre côté, maintenant que les Israéliens ils sont
c'est difficile de les renvoyer. Donc c'est une situation comme les situations coloniales qui peuvent ne se dénouer que dans la violence et l'extermination. Je vois difficilement une solution pacifique à cette situation. Si c'est dans la violence, ça veut dire que ça se fait avec deux pôles militarisés qui, à un moment donné, se battent ou... Oui, militarisés ou terroristes. C'est pas optimiste, hein, mais voilà. Comme vous disiez tout à l'heure, hein, on est plus vieux que vous. Depuis que je suis enfant, la guerre entre Israël et ses voisins, il n'y a rien qui a évolué depuis, quoi. Vous pensez que c'est lié au mouvement sioniste ou vous pensez que c'est lié à des partenariats qui sont plus larges? C'est quoi en fait le rapport entre la situation israélo-palestinienne et le reste du monde pour vous? Je sais pas. Okay. C'est, bon, après, comme souvent, les affrontements locaux sont utilisés par les États-Unis, par la Chine, par l'URSS pour implanter des pions dans un jeu d'échecs comme ça. C'est instrumentalisé, voilà. Comment est-ce que nous, aujourd'hui, en tant que vraiment civils, citoyens, comment on peut agir pour dire stop à ces actes? En tant que citoyen, on ne peut pas grand-chose. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont dramatiques et auxquelles on laisse faire parce qu'on n'a pas la puissance. Parce que, par exemple, je pense l'autre drame, c'est les migrants qui se noient en permanence. On va faire ça sous nos yeux et puis on n'a pas de truc. Par rapport au conflit Israël-Palestine, je pense qu'il y a longtemps qu'on aurait dû faire un boycott d'Israël comme on avait boycotté l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Et c'est incompréhensible. C'est un pays qui commet des crimes. On peut les qualifier de génocide, de je sais pas quoi. Enfin, toujours est-il que c'est une horreur, quoi. Je veux dire, je vais pas discuter de la qualification légale, mais c'est répugnant, quoi. Donc vous, le boycott, c'est une arme qu'on peut utiliser en tant que consommateur? En tant que consommateur qui coûte rien, qui coûte rien, voilà, facile. Donc je vois pas pourquoi ça se fait pas, quoi. Bien sûr. Au niveau des citoyens, puis au niveau des États. Je pense que l'Israël devrait plus avoir de participation aux Jeux Olympiques, aux trucs internationaux, exactement comme ça avait été le cas pour l'Afrique du Sud à l'époque. Et vous, ça a été quoi votre parcours de petit garçon qui devient jeune homme, qui devient homme, qui comprend ce monde-là? Et comment est-ce que vous avez... Enfin, vous vous souvenez? Je sais pas si je comprends ce monde, hein. Non, ce que je sais, c'est que je me suis très jeune intéressé à la politique. Donc, très jeune, ça a commencé au moment des élections présidentielles en 65. Enfin, vous faisiez partie des jeunes 68 ans. Oui, enfin, j'étais encore jeune, hein, j'étais pas étudiant. Hein, Et est-ce que vous avez eu des actions où vous avez essayé de réaliser des choses pour aussi diverses que variées, hein, qui allaient dans le sens de vos convictions? Non, je ne me suis jamais vraiment engagé. Donc du coup, en fait, je comprends petit à petit qu'il y a des intérêts économiques qui sous-tendent ces conflits. Oui, et donc sûr. ma question, elle va sur... ma compréhension, c'est que donc du coup, il y a des gens qui perçoivent que leur bonheur se fait par plus de gains. Et je me pose la question, est-ce que tous les gens pensent ça ou est-ce qu'en fait, il y en a beaucoup qui seraient prêts à avoir moins et à tabler que leur bonheur va se jouer dans des questions de solidarité ou... Comment est-ce que vous voyez ce système capitalisme? Est-ce que vous y croyez que ça nous donne du bonheur? Enfin, c'est quoi votre compréhension de ce système économique par rapport à sa capacité à nous protéger, à nous permettre de nous épanouir? Bon, j'étais longtemps anti-capitaliste. Je suis toujours, mais j'ai plus d'autres solutions à mettre en face. Alors je sais pas quoi. J'ai plus rien à proposer. Alors voilà, quoi. Comme beaucoup de gens de ma génération, on est quand même assez pessimiste sur l'avenir du monde, que ce soit par rapport à l'écologie, au changement climatique, etc., à la fascisation de nombreux pays, même ceux qui semblaient le plus à l'abri, comme les États-Unis, qui sont dans une situation très fasciste, les dictatures comme la Chine, la Russie, etc. Ça n'incite pas à l'optimisme. On est parti dans une période sombre et régressive par rapport à la démocratie, etc.
Il y a la solidarité, etc. Là, il disait ce matin, j'ai entendu, le financement des actions de développement dans le tiers-monde sont en chute libre. Dans tous les pays du monde, personne ne paye plus pour ça. Il n'y a plus que la Chine qui intervient en Afrique parce qu'elle veut conquérir de l'influence. Et vous pensez que le peuple n'a plus de pouvoir parce que maintenant les choses se décident par les médias et que les médias sont contrôlés par l'argent? Bien sûr. Bien sûr. Et en France, tous les journaux, les médias sont contrôlés par les milliardaires. À part, je sais pas quoi, l'humanité. Et... Je ne parle pas des médias, d'Internet parce que je suis pas un fanatique, j'y connais pas grand-chose, je suis pas bien d'idées sur la question. Mais enfin, on voit bien qu'on peut agir sur les votes, sur les mentalités d'une manière effrayante. Oui, moi, je m'y connais pas trop. En fait, c'est la première fois que j'utilise ces outils-là. Et je me pose la question de si, en fait, ça peut marcher de faire du média alternatif, parce que la faille de ces énormes systèmes qui font de l'argent sur le fait de la... C'est ce qu'il faut faire. Ça ne marchera pas, mais c'est ce qu'il faut tenter, hein. De toute façon, ça c'est sûr. Oui, parce qu'en fait, ce que je capture dans ce voyage, c'est qu'il y a énormément de gens qui croient pas dans le capitalisme, qui auraient envie d'autre chose, qui ont du mal à penser cette autre chose, mais que c'est pas tellement ce qui nous est montré par les médias. Je considère l'objet que je fais comme un champ, où les gens peuvent y semer quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez y semer, vous? Ce qui serait important, c'est que les gens aient un esprit critique beaucoup plus développé par rapport aux médias, aux informations, à la télé, etc. Mais là, c'est effrayant, quoi. Enfin, on voit les fausses rumeurs les plus stupides qui se propagent. On a des amis qui avaient des idées assez saines et qui commencent à vous dire « Ouais, c'est news, c'est quand même pas mal, ils disent ces choses, etc. » C'est effrayant, quoi. En fait, il y a beaucoup de gens de tous les âges qui disent comme vous et qui sont très inquiets par les médias. Donc, c'est pas que vous êtes un vieux con. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets aussi. Mais c'est peut-être qu'il y a beaucoup de vieux cons, hein. Je sais pas. Mais bon. Je suis pas sûr que ce soit des sujets qui les... Peut-être, hein. Peut-être qu'ils sont inquiets. Il y a l'écologie qui est, à mon avis, très important. Là, je viens de passer 8 jours avec, pas lui, mais les 4 autres. Il y a une foule de trucs dont ils n'ont rien à faire, quoi. Et ça vous inquiète qui s'emparent pas de ces questions-là? Je trouve ça un peu dommage, mais... Enfin, nous, on vit d'une façon un peu spéciale. On fait partie des gens aisés, hein. Aussi bien socialement qu'intellectuellement que financièrement. On est dans la catégorie des privilégiés, mais on vit pas comme des pauvres, mais on vit à minima, je trouve. Enfin, vous remarquez, ici, il fait pas chaud. Les fringues, on n'en a rien à foutre. Les voyages, on en fait quasiment plus. Enfin, je suis quelquefois un peu déçu par leur comportement écologique et je sais pas. Et je pense que ça les inquiète sûrement moins que moi. La chose qui m'inquiète, mais vraiment, c'est la montée du populisme auprès de copains que j'aimais bien, et que j'aime toujours bien d'ailleurs, et qui se laissent influencer, mais de façon absolument incroyable, quoi. Ils n'écoutent plus certaines chaînes de radio parce que c'est mal vu, ils regardent des chaînes de télé qui sont complètement parties, et des gens auxquels je ne pensais pas du tout qu'ils viendraient comme ça, quoi. Et à votre avis, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en eux qui fait qu'à un moment donné, ils cessent de... Ils sont en colère contre tout, et du coup ils se disent que ça on ne l'a pas essayé et qu'il faut l'essayer. C'est leur argument, mais je trouve que c'est très dangereux comme argument. Non, bah, puis de toute façon, le populisme, c'est dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. On sait qu'on ne fera pas la révolution, parce que je pense que personne n'en veut. Et pourquoi vous, la révolution, c'est pas vraiment une option? Parce que tout le monde est bien dans son confort et que personne n'a du tout envie de revenir à des... Bon, déjà, toutes les révolutions qu'on a pu connaître, nous, à notre époque, elles n'ont pas amené à des trucs absolument extraordinaires. Enfin, les exemples ne sont pas... Je veux dire, quand on voit toutes les révolutions qu'il y a pu y avoir à notre période où tout le monde y croyait, ça n'a pas amené à des choses absolument magnifiques. Et puis maintenant, tout le monde a envie de conserver Internet, l'électricité, le chauffage comme on veut, les transports, les avions, les trucs, les machins, et personne ne voudra de ça. Et puis, une ouverture d'esprit que les révolutions n'ont pas amené, je trouve. Voilà, bon, ça c'est mon point de vue, hein. Je suis inquiète c'est vrai qu'effectivement, les copains qui ont un fils qui gagne des millions et des millions en étant directeur d'entreprise, mais qui sont très fiers de ça, et cet étalage de fric, ça me dégoûte un peu aussi. Après, je sais que je sais que j'ai de quoi vivre, que j'ai aucun problème de fin de mois, et que je m'offre à peu près ce que j'ai envie de m'offrir, donc je suis peut-être mal placé pour le dire. Non, mais je pense que la bonne question, c'est celle-là, c'est est-ce que...
Est-ce qu'on a besoin de l'argent pour être heureux ou est-ce qu'on peut on arrive à imaginer un bonheur qui passe pas par l'argent? Et dans ce cas-là, ça fait que tous ceux qui veulent nous faire croire que notre bonheur va passer par notre pouvoir d'achat, on arrête de le croire et donc on se met à agir pour d'autres choses. Ouais, bon, l'argent aide bien quand même. Quand vous en avez pas, ça vous facilite pas les choses. Hein. Non, sauf si les ressources appartiennent plus à quelqu'un et qu'elles sont en libre service, ou en tout cas que la gestion est différente. Après, c'est ça qu'il faut réussir, je crois, à imaginer. C'est aussi ça qu'aujourd'hui, je me dis qu'il faut devenir créatif pour imaginer une autre manière d'avoir accès aux ressources, qui puisse se faire dans un minimum de respect. Il y a une émission sur l'intelligence artificielle qui disait que ça peut supprimer des emplois, mais que d'un autre côté, s'il n'y a plus besoin de ces emplois-là et que c'est fait par ça, on peut faire un revenu universel ou on peut faire tout ce qu'on veut, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée non plus. S'il n'y a plus besoin de caissières, que les entreprises ont plus besoin de payer des gens qui travaillent à un niveau, que tout est remplacé par l'intelligence artificielle, pourquoi ne pas effectivement ne plus travailler? Parce que le travail a quand même une vertu aussi, donc ne pas travailler plus de 20 heures par semaine et puis avoir un revenu universel, c'est peut-être une bonne idée. Je viens de partir de chez Alain et Françoise, il est 12h30. Donc je suis à 2 heures du prochain village de Pionsat. Enfin un peu plus si je prends des chemins parce que là c'est un peu craignos. C'était chouette, ils m'ont accueilli, ils m'ont offert le thé, les gâteaux et on a bien discuté. Je m'arrête parce que j'ai peur de mourir. Françoise, elle n'était pas trop à l'aise avec la caméra. Aussi parce qu'elle se posait beaucoup de questions sur les religions et qu'elle avait du mal à accepter que des gens désirent encore la religion parce que pour elle, c'est juste des dogmes qui sont oppressifs. Mais elle se rend bien compte qu'en n'arrivant pas à accepter la religion, elle n'arrive pas à rencontrer toute une partie de la population. Donc voilà, elle était en cheminement pour essayer de comprendre et les religions et les gens qui la choisissent. Mais c'était super intéressant parce que elle était justement en remise en question de ce qu'elle pensait. Mais elle voulait pas être enregistrée là-dessus parce qu'elle trouvait que c'était trop sensible. Et voilà, c'est parti vers Pionsat. Je vais sortir le petit drapeau dès que je suis un peu plus en sécurité. Parce que là, ça craint. Free Palestine. Trop bien, vous voulez dire quelque chose? Libérons tout le monde. Trop cool. Espérons que les accords suivront dans le positif, bien sûr. Pas que dans le négatif. Parce qu'ils font des accords, mais c'est plus pour le gouvernement entre les deux qui l'engagent. Par exemple, si c'est les Américains qui font un accord avec les Palestiniens, ça bénéficie plus aux Américains, pas qu'aux Palestiniens. Et en fait, les Palestiniens sont devenus une monnaie d'échange. Voilà, une monnaie d'échange. Parce qu'ils prennent par les sentiments, ils disent c'est des otages, ils appellent bien ça des otages, alors que c'est pas des otages, c'est des prisonniers. Et qu'ils ont mis Gaza, ils ont fermé, impossibilité de partir, réfugiés politiques, on n'a plus le droit. Par exemple, un gars qui est à Gaza enfermé et qui demande à la France de le rapatrier politiquement parlant, il n'a pas le droit. Parce qu'ils ont sorti cette loi. Ils ont dit Gaza, la prison là-bas, personne n'y rentre et personne n'en sort. Mais bon, il faut rentrer des nouveaux prisonniers. Et sinon, le reste, il faut rentrer personne. J'ai aussi rencontré des gens devant le four à pizza qui avaient des bracelets aux couleurs de la Palestine en soutien du peuple palestinien. Et notamment une femme qui, pour elle, le problème vient du fait qu'il y a des gens qui aient trop de pouvoir et qu'il n'y a personne qui contrôle ce pouvoir. Et elle, pour le coup, elle m'a dit qu'elle était musulmane et que la religion, justement, l'aidait à prendre conscience de tout ça. Donc aujourd'hui, je remarque que l'islam revient dans presque toutes les conversations que j'ai. Sauf avec Chris ce matin, je crois qu'on n'en a pas parlé. Bon, du coup, je le note quand même parce que il y a des journées où il y a des thématiques qui ressortent plus que d'autres. Et elle, donc cette dame qui vient de me prendre en stop, elle disait c'est pas contre le capitalisme qu'il faut se battre, c'est contre l'islamisation. Je suis voyageuse et je cherche l'hébergement pour la nuit. Désolée, je n'ai pas de place. Ça marche. Vous avez une idée de qui pourrait m'héberger dans le village? Alors, il y a un gars qui est très sympa là, mais je ne sais pas s'il est là et sa santé est défaillante. Ah, ok. J'ai des gens qui seraient ravis de vous accueillir, mais par contre, c'est pas tout de suite ici. Ah oui? Vous êtes à
Oui, je suis à pied. Ils sont dans un autre village. C'est un autre village, ouais. Bah écoutez, je fais un petit tour. Si jamais dans 1 heure j'ai pas trouvé, je peux venir ressonner à votre porte. Ouais, Super. je vous emmènerai. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Bon, bah voilà, j'ai fini par trouver l'hébergement chez Anto. Et on a dîné avec ses potes Nico et Seb. Et voilà. Et il est 11h. Je commence mon dérochage. Et bonne nuit.